Je veux vous parler d'une photographie. Pas une photographie célèbre. Pas celle qu'on trouverait dans un manuel scolaire ou accrochée aux cloisons d'un musée. C'était une photographie sur laquelle je suis tombé par hasard dans les archives numérisées d'un vieux journal à 2 heures du matin, 3 ans après ce qui n'était au départ qu'une curiosité passagère pour l'anthropologie victorienne. Une photographie des années 1880. Un groupe d'hommes debout devant ce qui ressemble à un bâtiment municipal. De larges colonnes, une pierre ouvragée, le genre d'architecture qui vous rapetisse rien qu'à la regarder. Mais ce n'est pas le bâtiment qui m'a cloué sur place, c'était les hommes. Ou plutôt, ce que j'ai d'abord pris pour un tour joué par la perspective, des angles forcés. Un objectif grand angle. Une bizarrerie de la photographie ancienne que je ne comprenais tout simplement pas. Parce que ces hommes étaient grands. Pas grands dans le sens ordinaire, pas ma solide gaillard, il a dû faire du rugby. Grand. Je veux dire vraiment, structurellement, proportionnellement grand, d'une façon qui faisait paraître le chambranle de porte derrière eux comme quelque chose de conçu pour une toute autre catégorie d'êtres humains. J'ai fermé l'onglet, je l'ai rouvert, refermé. Je me suis dit, distorsion optique. Je me suis dit, porte trop basse. Je me suis raconté toutes les histoires raisonnables qu'un homme raisonnable se raconte quand quelque chose ne colle pas. Puis j'ai commencé à chercher. Vraiment chercher. Pas une photographie, mais des centaines. Pas dans une seule archive, mais dans des collections réparties sur 6 pays. Et plus je creusais, plus l'explication rassurante, distorsion, mise en scène, anomalie, commençait à se lézarder. Ce n'est pas une histoire de géant au sens mythologique du terme, du moins, pas tout à fait. Je tiens à être clair là-dessus d'emblée. C'est une histoire sur quelque chose que le récit historique n'explique pas vraiment. Sur des témoignages, des images, des références qui ne cadrent pas tout à fait avec la version du passé qu'on nous a transmise. Sur un fil conducteur qui réapparaît en des lieux et des époques différents sans jamais être directement abordé. Sur ce qui arrive quand une question simple ne cesse de se poser et que personne ne semble vouloir y répondre. Où sont passés les géants? Voilà ce que le récit historique officiel nous dit de la stature humaine au XIXe siècle. La taille moyenne d'un Américain en 1850 était d'environ 1,70 m. Les Européens étaient légèrement plus petits en moyenne. C'est documenté. C'est de la science établie. Et pour l'essentiel, quand on regarde les photographies de cette époque, daguerréotypes, collodions humides, premières épreuves à l'albumine, les gens ressemblent à des gens, proportionnés, reconnaissables, comme nous, mais avec de moins beaux vêtements. Mais il existe un sous-ensemble de photographies, un sous-ensemble précis et récurrent, qui ne correspond pas. Pas de façon criante, pas sur chaque cliché, mais de manière persistante, sur des décennies, sur des continents, selon des styles photographiques et des conditions d'éclairage variées et dans des contextes supposément différents. Il y a des images où les sujets humains et l'architecture qui les entoure ne s'accordent tout simplement pas. Les chambranles de porte, c'est par là que ça commence, pour la plupart des gens. Les chambranles de porte sont l'une des constantes architecturales les plus stables de la construction humaine. Ils sont, presque universellement, conçus pour accueillir le membre le plus grand d'une communauté avec une marge de dégagement. La hauteur standard d'une porte victorienne en Angleterre était d'environ 2,5 m. Aux États-Unis, pareil, et pourtant, photographie après photographie de cette période, on trouve des hommes, pas un seul homme, des groupes d'hommes, parfois en uniforme, parfois des élus, qui se tiennent dans des embrasures de portes sans presque avoir à baisser la tête. Ce qui soulève une question simple mais fondamentale. Pour qui ces chambranles avaient-ils été construits? L'explication officielle invoque la distorsion optique, la mise en scène et la tendance des photographes à choisir des sujets particulièrement imposants pour des portraits de curiosité. Cette explication tient la route, jusqu'à un certain point, sauf que,
Elle ne rend pas compte de la cohérence des proportions à l'intérieur d'une même image. Elle ne rend pas compte des ombres. Les ombres ne se déforment pas avec un objectif de la même façon que les sujets au premier plan. Et sur plusieurs de ces photographies, les ombres de ces personnages s'étendent selon des angles géométriquement incompatibles avec tout artefact optique connu. L'explication officielle accroche ici. Pas complètement, pas de façon irrémédiable, mais elle se fissure. Et une fois qu'on voit les fissures, impossible de faire comme si elles n'existaient pas. En 1833, des soldats creusant à Lombok Ranch, en Californie, auraient mis au jour un squelette mesurant près de 3,60 m. Le récit est apparu dans plusieurs journaux locaux de l'époque, puis il a disparu des archives. En 1912, le New York Times, pas un torchon de bas étage, pas un pamphlet, pas un brûlot complotiste, mais le journal de référence, a publié le compte-rendu de la découverte de 18 squelettes au lac Delavan, dans le Wisconsin. Les restes étaient tous décrits comme appartenant à des individus d'une stature exceptionnelle, présentant des caractéristiques anatomiques les distinguant des ossements humains modernes. Le Smithsonian Institution en fut informé. Une équipe fut dépêchée sur place, et puis, silence. Pas de suite, pas de démenti, pas de déclaration officielle d'aucune sorte. Juste le silence. Celui qui tombe, non pas quand quelque chose est réfuté, mais quand quelque chose est discrètement mis de côté. Le même schéma se reproduit avec une précision troublante. 1891, Crittenden, Arizona. Des restes gigantesques, des articles de journaux, une supposée intervention de Smithsonian, aucune trace officielle. Année 1880, canton de Cayuga, Ohio. Plusieurs témoignages de restes squelettiques d'une taille extraordinaire découverts lors de travaux d'excavation. Couverture dans la presse locale, puis plus rien. Comté après comté. Décennie après décennie. Témoignage après témoignage, chacun faisant brièvement surface dans la presse régionale avant de disparaître complètement du registre officiel. Non réfuté, non examiné publiquement, juste, évanoui. Je tiens à faire preuve de prudence ici. Je ne vous demande pas d'avaler les yeux fermés chaque article de journal du XIXe siècle. Les rédacteurs en chef de cette époque n'étaient pas au-dessus du sensationnalisme. Les canulars existaient. P.T. Barnum a bâti un empire sur la propension des Américains à croire aux choses extraordinaires. Mais voilà ce qu'il y a de plus étrange. Le volume considérable de ces témoignages, leur répartition géographique, la constance de certains détails, les fourchettes de taille, les descriptions anatomiques spécifiques, la même implication institutionnelle qui tourne ensuite au mutisme, tout ça ne ressemble pas à une série de canulars isolés. Les canulars se concentrent autour de certains bonimenteurs et de certains moments précis. Ils finissent par être démentis. Ils suscitent des articles contradictoires. Ces témoignages-là ne sont pas démentis. Ils sont ignorés. Et ça, d'une certaine façon, est plus inquiétant qu'un démenti. Le silence était assourdissant. Je voudrais laisser de côté les ossements un instant. Parce que les ossements, en définitive, ne sont qu'une partie du tableau. Parlons des bâtiments. Plus précisément, parlons d'une période architecturale bien particulière, de 1750 à 1900 environ, et de l'uniformité extraordinaire des constructions civiques sur toute cette période. Non pas une ressemblance, une uniformité, une cohérence dans le langage de conception, les proportions structurelles et le vocabulaire ornemental qui se retrouvent, avec une régularité saisissante, dans des villes qui n'avaient aucun échange significatif entre elles, sous des gouvernements sans alignement politique, avec des bâtisseurs sans formation commune. La façade à colonnes, le vaste atrium central, les plafonds, et c'est là que je vous demande de vous arrêter un instant, les plafonds. Regardez les plafonds des bâtiments civiques du XIXe siècle. Pas les stucs décoratifs, aussi remarquables soient-ils. Regardez la hauteur,
la hauteur fonctionnelle, la distance du plancher au plafond dans les halls, les couloirs, les salles de ces bâtiments. On parle couramment de hauteur sous plafond de 6, 7, 9 mètres dans des espaces à vocation purement administrative, des espaces où des greffiers travaillaient à leur pupitre, où des fonctionnaires traitaient des dossiers, où, fonctionnellement, un plafond à 3,50 m aurait répondu à tous les besoins humains connus de l'époque. Alors pourquoi 9 mètres? La réponse officielle, c'est le prestige. L'architecture civique est censée projeter puissance et pérennité. Des plafonds hauts communiquent de l'importance. C'est une philosophie architecturale réelle et documentée. Mais l'explication officielle accroche ici aussi, parce que l'architecture de prestige adapte sa grandeur à ses visiteurs. Un espace conçu pour impressionner un être humain mesurant 1,70 m n'a pas besoin de plafond à 9 mètres. Il a besoin de colonnes qui l'écrasent, certes, mais les espaces fonctionnels, les couloirs intérieurs, les bureaux privés, les salles de travail derrière la grande façade. Eux, ils sont calibrés sur leurs utilisateurs, à moins que ces utilisateurs n'aient été d'une toute autre échelle que nous. Plus je creusais, plus cette question refusait de me lâcher. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous vous posez les mêmes questions que moi. Restez avec moi. Parce que ce qui vient maintenant, c'est là où tout cesse d'être une simple collection d'anomalies pour commencer à ressembler à autre chose. Voilà ce à quoi je reviens sans cesse. Voilà la question qui, pour moi, fait s'effondrer toutes les explications rassurantes qu'on m'a proposées. Regardez la répartition géographique de ce style architectural. J'ai évoqué Washington, Paris, Saint-Pétersbourg, mais soyons plus rigoureux. Bombay, aujourd'hui Mumbai, 1893. Le bâtiment de la Municipal Corporation s'élève dans un style gothique renaissance qui fait écho au bâtiment civique de Bristol, en Angleterre. Même proportion, même hauteur sous plafond, même chambranle de porte taillée pour un occupant bien plus grand que la population répertoriée. Montevideo, Uruguay. 1906. Le palais législatif, entrepris sous un gouvernement qui n'avait aucun échange architectural significatif avec l'Europe, aboutit pourtant à des hauteurs sous plafond et des proportions de portes indiscernables de leurs équivalents à Vienne ou Édimbourg, Melbourne, Australie, Sydney, Le Cap, Montréal, Buenos Aires, Saint-Louis. Partout, à travers ce qu'on appelle le boom de la construction, de la fin du XIXe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des villes qui n'avaient, dans certains cas, qu'une génération d'existence, sur des continents séparés par des océans, sous des gouvernements séparés par l'idéologie, ont produit des bâtiments civiques aux proportions intérieures quasi identiques. Non pas stylistiquement similaires, proportionnellement identiques. Ce qui soulève une question simple mais fondamentale. Comment? Pas pourquoi. Pas quand. Pas sous quelle philosophie politique ni au service de quel empire. Ces questions-là ont des réponses, même incomplètes. Non. Comment? Comment des bâtisseurs en Uruguay et des bâtisseurs à Melbourne dans la même décennie, sans communication satellitaire, sans code de construction internationaux standardisés, sans échange documenté de plans architecturaux, comment arrive-t-il à des chambranles de même hauteur, des couloirs de même largeur, des murs porteurs de même épaisseur? Les indices laissent penser que quelque chose de bien plus vaste est à l'œuvre. Soit il existait une instance de coordination mondiale si puissante, si omniprésente, et si totalement effacée du registre historique qu'il ne subsiste pas le moindre document de son influence, soit ces bâtiments n'ont pas tous été construits à la fin du XIXe siècle. Et s'ils avaient été trouvés, je voudrais introduire un cadre d'analyse ici, non pas comme une vérité, non pas comme une conclusion, mais comme une grille de lecture à travers laquelle certaines anomalies deviennent, sinon expliquées, du moins lisibles. Et si la fin du XIXe siècle n'était pas principalement une ère de construction, mais une ère d'occupation? Et si les populations que nous appelons victoriennes, que nous présentons comme les bâtisseurs du monde moderne, s'étaient dans bien des cas installées dans un environnement bâti qui était déjà là, déjà debout,
déjà calibrées pour une population qui n'était plus présente, ce n'est pas en soi une question absurde. Les civilisations ont toujours occupé les ruines de civilisations antérieures tout au long de l'histoire écrite. Rome fut bâtie sur une Rome plus ancienne. Istanbul fut bâtie sur Constantinople, qui fut bâtie sur Byzance, elle-même bâtie sur une implantation plus ancienne encore. Nous le savons, nous l'admettons, nous l'enseignons. Alors pourquoi ce même cadre analytique est-il jugé impossible quand on l'applique au XIXe siècle? La réponse officielle, parce que nous avons des documents, nous avons des archives de construction de ces bâtiments, des factures, des plans architecturaux, des annonces dans les journaux pour les cérémonies de pose de première pierre. Et c'est ici que je dois vous demander de réfléchir soigneusement à ce que prouve réellement un document. Un document prouve qu'un document a été créé. Il nous dit qui a revendiqué la paternité de quelque chose. Il ne nous dit pas toujours ce qui s'est réellement passé, surtout à une époque où les entités qui produisaient cette documentation avaient à la fois les moyens et la motivation de façonner le récit historique à leur avantage. Quelles archives avons-nous sur la main-d'œuvre qui a bâti ces édifices? Pas les architectes, pas les élus, les ouvriers, les milliers et les milliers de travailleurs qui auraient été nécessaires pour extraire, transporter et assembler la pierre dans des structures de cette envergure, dans les délais officiellement attribués, dans bien des cas, presque aucune, dans certains cas, aucune. Jusqu'ici, je me suis cantonné au territoire des anomalies documentées, des photographies qui ne s'expliquent pas, des articles de journaux qui disparaissent, une architecture qui défie toute logique de coordination pour son époque. Mais plus j'avançais, plus il devenait difficile d'ignorer un fil particulier. Sur les cartes des XVIe, XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle, il existe un territoire d'une taille extraordinaire, appelé, selon les traditions cartographiques, Tartarie, ou Grande Tartarie, ou Tartaria Magna. Sur certaines cartes, il englobe la quasi-totalité de l'Asie centrale, de la Sibérie, une partie de la Chine, et s'étend vers l'ouest jusqu'en Europe de l'Est. Ce n'est pas une petite notation. Ce n'est pas un espace réserve cartographique pour un territoire inexploré. Il est nommé, délimité, divisé en subdivisions internes, Tartarie chinoise, Tartarie indépendante, Tartarie moscovite. Il apparaît sur des cartes publiées à Londres, Paris, Amsterdam, Lisbonne. Il est traité, cartographiquement, comme une entité géopolitique connue et significative. Et puis, au XIXe siècle, il n'est tout simplement plus là. Non pas conquis et rebaptisé, non pas progressivement absorbé par des puissances voisines avec documentation de ce processus, non pas débattu dans la littérature historique de l'époque, juste absent. Comme si les cartographes de 1800 avaient collectivement décidé que l'immense territoire que leurs prédécesseurs étiquetaient depuis 2 siècles n'avait jamais existé et n'appelait aucune explication. Ce qui soulève une question simple mais fondamentale. Qu'était la Tartarie? La position historique officielle veut que la Tartarie n'ait jamais été une entité politique unifiée, simplement une étiquette géographique appliquée de façon approximative aux terres de divers peuples turcs et mongols, une convention cartographique plutôt qu'un royaume ou un empire. C'est une position défendable. Des historiens l'avancent. Elle a sa logique. Mais, si la Tartarie n'était qu'une convention géographique, une façon commode de désigner l'endroit où vivent les peuples des steppes, pourquoi apparaît-elle sur les cartes avec une telle précision? Pourquoi ces divisions internes sont-elles étiquetées avec le soin d'un géographe politique plutôt que le flou d'un explorateur qui gesticule vaguement vers un intérieur inconnu? Et voilà la partie la plus étrange. La disparition de la Tartarie du registre cartographique coïncide, avec une précision gênante, avec l'apparition de ce fameux boom de construction du XIXe siècle. Les mêmes décennies au cours desquelles des villes à travers le monde acquièrent soudainement une infrastructure civique vaste, imposante et curieusement surdimensionnée, sont les mêmes décennies où les cartes cessent de reconnaître l'existence d'une civilisation qui,
À en croire, ces mêmes cartes occupaient une portion significative de la surface terrestre. Une fois qu'on le voit, impossible de ne plus le voir. Et si ces bâtiments n'avaient pas été construits pour impressionner une nouvelle population, mais hérités d'une civilisation qu'on était en train d'effacer, discrètement, méthodiquement et presque intégralement, de la mémoire collective? Le schéma se reproduit avec une précision troublante. Et ce schéma, une fois repéré dans suffisamment d'endroits, commence à ressembler moins à une coïncidence qu'à une méthode. Imaginez ce qu'exigerait concrètement l'effacement systématique d'une civilisation antérieure? Pas nécessairement la guerre. La guerre laisse des ruines, et les ruines sont des preuves archéologiques. Ce qu'il faudrait, c'est quelque chose de plus subtil, un recadrage, une revendication de paternité rétroactive, une couche de documentation nouvelle plaquée sur le registre existant pour expliquer les preuves matérielles selon le nouveau récit. Les bâtiments existaient, impossible de les faire disparaître. On leur donne donc de nouvelles histoires, de nouvelles dates de pose de première pierre, de nouveaux architectes, de nouveaux gouvernements commanditaires, et les gens qui pourraient se souvenir autrement, ou qui portent dans leur corps même la preuve physique d'une toute autre échelle humaine, ces gens-là sont absorbés, reclassés, ou tout simplement passés sous silence. Les témoignages de squelettes géants paraissent dans des journaux pendant quelques années, dans la presse locale, régionale, lus par des gens qui gardent peut-être encore le souvenir vivant du paysage originel, puis ils s'évaporent, non pas parce qu'ils ont été réfutés, parce que la machinerie institutionnelle chargée de gérer le récit avait à ce moment-là pris le contrôle du processus. Le Smithsonian n'est pas le méchant de l'histoire dans cette lecture. Je tiens à être clair là-dessus. Ce que les indices suggèrent, ce n'est pas un complot maléfique, mais quelque chose de plus banal et, d'une certaine façon, de plus inquiétant encore, l'instinct humain ordinaire qui pousse à faire entrer le monde dans un cadre déjà donné, à classer l'anomalie, à archiver l'inexplicable et, dans le processus d'organisation des archives, à soustraire discrètement à la mémoire accessible tout ce que le cadre en place ne peut pas accueillir. Le silence n'était pas prémédité. Le silence était structurel. Voilà à quoi je pense, seul dans des salles d'archives à 2 heures du matin, entouré de photographies de gens qui me regardent à travers un siècle et demi. Quelle était l'ampleur de ce qui a été perdu? Pas seulement les êtres, s'ils ont existé, si les photographies signifient ce qu'elles semblent signifier. Pas seulement la civilisation, si la Tartarie était autre chose qu'une convention cartographique, si ces cartes enregistraient quelque chose de réel, mais le savoir. Quelle que soit la civilisation qui a calibré ces bâtiments, quelles que soient les mains qui ont taillé et posé cette pierre, quels que soient les esprits qui ont conçu ces proportions, quelle que soit la culture qui a décidé que c'est ainsi qu'un chambranle de porte devait être dimensionné, et que c'est à cette hauteur qu'un couloir devait monter, cette civilisation savait quelque chose. Elle avait résolu des problèmes que nous faisons encore semblant d'avoir résolus au XIXe siècle avec des hommes, des chevaux, des outils à main et sans électricité. Et ce savoir est perdu, ou plutôt, pas perdu exactement, sans attribution, flottant, coupé de ses origines. Absorbé dans le récit de la civilisation héritière sans reconnaissance, sans crédit, sans le contexte philosophique et historique qui nous permettrait de comprendre à l'intérieur de quoi nous nous trouvons réellement quand nous traversons l'un de ces bâtiments. Les indices pointent vers quelque chose de bien plus vaste que ce qu'on nous a dit. Non pas nécessairement dans une révélation dramatique unique, mais dans le poids lent et accumulé d'anomalies sur anomalies. Photographie sur photographie, témoignage de squelette sur témoignage de squelette, chambranle sur chambranle, construit pour une main qui ne s'y pose plus. J'ai commencé par une photographie. Je ne sais toujours pas ce qu'elle montre. Je le dis au sens littéral, après 3 ans de recherche, de lecture, de déambulation dans des bâtiments qui semblent construits pour un autre monde,
à traquer des articles de journaux dans le silence et des cartes dans l'absence, je n'ai pas de réponse certaine à la question que cette photographie m'a posée la première fois. Y a-t-il eu, dans un passé pas si lointain, des êtres bâtis à une échelle que notre histoire ne prend pas en compte? Y a-t-il eu une civilisation assez vaste pour bâtir à travers les continents dans un langage architectural unifié, assez sophistiqué pour laisser des bâtiments encore debout après ce qui l'a anéanti, et assez vulnérable, ou assez gênante, pour être effacé presque totalement du récit? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ceci, l'explication officielle, celle qui nous dit que tous ces bâtiments ont été construits en 50 ans de frénésie civique par des populations armées d'outils à main et de charrettes à chevaux, que les photographies sont des distorsions optiques, que les témoignages de squelettes sont des canulars, que la Tartarie n'était qu'un mot que les cartographes employaient pour désigner quelque part par là-bas. Cette explication exige que j'accepte un ensemble de coïncidences si étendues et si précisément agencées que les croire relèvent en soi d'un acte de foi, pas de la connaissance, pas de l'empirisme, de la foi. Et je me trouve de moins en moins disposé à accorder cette foi sans de meilleures réponses. Les bâtiments sont toujours là. Traversez-en un jour, sentez le plafond au-dessus de vous, regardez les chambranles de porte. Demandez-vous pour qui exactement ils ont été construits. Demandez-vous ce qu'il aurait fallu pour coordonner leur construction sur une douzaine de continents dans un monde sans télécommunications. Demandez-vous pourquoi, sur toutes les cartes pendant 2 siècles, figurait une civilisation étiquetée dans le territoire entre l'Europe et la Chine, une civilisation qui recevait des ambassadeurs et était divisée en subdivisions géographiques, et qui, un beau jour, n'y était plus. Demandez-vous où sont passés les géants. Non pas pourquoi ils sont partis, non pas quand ils ont disparu, non pas dans quelles circonstances le monde a cessé de les voir et commencé à faire comme s'ils n'avaient jamais été là. Juste où? Parce que quelqu'un a bâti ces pièces, quelqu'un a ouvert ces portes, quelqu'un se tient sur ces photographies, nous regardant à travers le siècle et demi qui nous sépare avec des visages qui semblent, dans cet intervalle, attendre qu'on leur pose la bonne question. Je la pose encore.